Bonjour à tous, merci de votre présence à cette 30e édition de Maisons et Objets, particulièrement réussie, il faut le dire. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes là pour évoquer un sujet de très forte actualité, l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, deux termes qui intriguent, qui fascinent autant qu'ils inquiètent. Le Larousse en donne la définition suivante. C'est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Alors, si le concept n'est pas nouveau, puisqu'il est théorisé par le mathématicien britannique Alan Turing en 1950, sa mise en application dans des produits accessibles au public est relativement récente. Ainsi, l'année écoulée a marqué un pas dans la découverte par le grand public des multiples applications et domaines d'intervention de l'intelligence artificielle. Chacun de nous, j'en suis persuadée, s'est essayé à des exercices sur ChatGPT via des mots-clés dont l'activation donne des résultats quasi instantanés et qui, il faut quand même bien le conserver en tête, sur certains sujets sensibles et d'actualité, sont très orientés et relèvent donc de la pure désinformation. Méfiance donc face à un outil dont on craint d'une part qu'il puisse supplanter les tâches accomplies par l'homme, donc être source de réduction des effectifs dans les entreprises, d'autre part qu'il livre des résultats erronés tant en termes de qualité que de pertinence. Alors que 2024 est annoncé tout à la fois comme un moment d'accélération dans l'exploration et l'exploitation de l'intelligence artificielle, de même que de régulation, pourquoi et comment l'intelligence artificielle peut-elle s'appliquer au savoir-faire d'excellence ? Quels peuvent être les modèles ? Quels sont les risques, notamment en termes de propriété intellectuelle ? Sachant que l'intelligence artificielle s'alimente bien évidemment de toutes les sources et images présentes sur Internet. Supplantera-t-elle un jour le geste humain ? Les savoir-faire d'excellence et l'intelligence artificielle ne peuvent-ils être complémentaires ? Alors, pour en débattre aujourd'hui, 4 représentants des savoir-faire d'excellence et des métiers d'art. Emmanuelle Dupont, brodeuse, designer textile. Patricia Racine, près de moi, consultante directrice artistique et du développement dans les secteurs du luxe et de l'art de vivre, notamment auprès de la maison de tapisserie Robert Four à Aubusson. Laurent Nog au centre, gaufreur et fondateur de Créanog. Et Marc Aurel à l'extrémité de la rangée, qui est designer et directeur artistique. Alors, j'aimerais souligner le fait que Emmanuelle Dupont, Marc Aurel et Laurent Nog sont tous 3 lauréats du prestigieux prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, décerné par la Fondation Bettencourt-Schuller. À ce jour, 127 lauréats donc depuis 2000, la première édition du prix, et dont l'appel à candidature est ouvert cette année jusqu'au 11 mars. Donc, pour ceux qui seraient tentés, n'hésitez pas. Pour rappel, Emmanuelle Dupont, vous avez été lauréate en 2008, talent d'exception pour la fleur papillon Phalaenopsis. Je ne me trompe pas ? Oui, c'est bien ça. Marc Aurel, lauréat du prix Dialogue 2014 avec le céramiste Gérard Borde pour le siège Beyrouth, n'est-ce pas ? Exact, oui. Et Laurent Nog, talent d'exception 2015 avec le graveur Christian Bessignol pour le livre très innovant destiné aux personnes aveugles, très innovant et absolument magnifique, Tendure de l'apocalypse d'Angers, imprimé sur du papier japonais, mais vous aurez l'occasion de nous en parler un petit peu plus tard. Tout à fait. Alors, Emmanuelle Dupont, vous travaillez donc dans le cadre d'une société unipersonnelle. Je pense qu'il est important de rappeler le statut de chacun, car la taille de l'entreprise, on le verra, a un impact sur la manière d'aborder l'intelligence artificielle. Et pour la préparation de cette table ronde, vous m'avez indiqué que selon vous, je cite, « l'innovation naît d'une interprétation, d'une conception et d'une pratique personnelle des savoir-faire, des connaissances techniques et des compétences de l'artisan créateur liées à l'évolution de son métier, à ses expériences, à ses matériaux de prédilection, à sa culture artistique et technologique. » Donc c'est effectivement extrêmement vaste.
L'intelligence artificielle est une innovation avec laquelle tous les artisans d'art, comme de nombreux secteurs d'activité, dont le journalisme, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ont et auront à composer. Donc, à l'instar de la révolution industrielle, qui par l'apport des machines a considérablement modifié le périmètre de la création artisanale et la place de l'homme dans la fabrication des objets, l'intelligence artificielle est un nouveau facteur, un nouveau paramètre qu'il est indispensable de prendre en considération. Alors, cette intelligence, elle est nourrie donc par le flot de sources iconographiques, musicales, etc. sur le web, qui constituent donc déjà pour les artisans d'art comme pour tous les créateurs, pour de nombreux créateurs, une source d'inspiration. S'ajoute à cela, bien évidemment, le travail effectif et virtuose de la main. Alors, Emmanuel, dans votre domaine spécifique de la broderie, quel regard portez-vous sur l'intelligence artificielle ? Quelle utilisation en faites-vous dans le cadre d'un projet personnel comme dans le cas d'une commande ? Et quelles limites vous fixez-vous ? Alors, merci Yanina. Pour contextualiser un peu mon champ d'action et d'activité, donc je suis brodeuse, je travaille donc seule dans mon atelier à la création de pièces uniques et de petites séries. Pour vous parler un petit peu de la façon dont je travaille dans mes sources d'inspiration, je vais effectivement passer par, comme tout à chacun, une analyse de ces sources d'inspiration, mais aussi par la manipulation de techniques spécifiques et de matériaux spécifiques à mon activité, à mon secteur d'activité. Et c'est par la manipulation de cette technique que naît l'envie de créer, en fait. Il faut dire aussi que la manipulation technique me permet d'aller au-delà de ce que on prétend, on entend la technologie, la broderie dans son champ traditionnel. Voilà. Et ça me permet de manipuler des matériaux qui ne sont pas forcément le textile, ni même le travail de l'aiguille. Dans ce champ d'exploration, vous avez peut-être la possibilité de faire passer l'image autour de sur le travail avec lequel j'ai pu collaborer à Winston, qui est une grande maison d'horlogerie et de joaillerie. Nous avons travaillé. Ce n'est pas ce qu'on voit actuellement à l'écran, mais pas ce qu'on voit, voilà. Donc il y avait un papillon. Ça va défiler. Donc c'était un projet qui est né en fait d'une erreur. Justement, lorsque j'ai créé la pièce pour la Fondation Bettencourt, Phalaenopsis, je me suis aperçue que je pouvais prélever les pigments, la poudre de l'aile de papillon. Et ensuite, il a s'agi de trouver un moyen en fait pour récupérer à la fois la couleur, le motif, et dans la réalisation de principes, on va dire, de marqueterie en fait, réussir à concevoir des modèles très spécifiques. Et ce que je comprends dans ce travail-là, c'est que toute forme d'intelligence artificielle, me semble-t-il, ne pourrait pas aboutir à un tel résultat parce que justement, c'est tout ce travail de l'expérience, du hasard aussi, qui m'a permis d'aboutir à la réalisation de cette prouesse technique d'une certaine façon. Voilà. Et pour paraphraser l'intitulé du prix, justement, tout cela n'est possible que par l'intelligence de la main et de l'expérience. Et il me semble qu'un projet artistique naît de l'expérience de son créateur, de sa sensibilité. C'est un peu un témoin de la pensée et du cœur. Et je citerai John Ruskin à ce propos qui dit « L'art est beau quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble ». John Ruskin, qui est le fondateur des Arts and Crafts en Grande-Bretagne à la fin du 19e. Et donc, vous parliez justement de la révolution industrielle et je voulais faire un point là-dessus puisque le mouvement Art and Craft de la fin du 19e siècle, justement, naît en pleine révolution industrielle et naît de la volonté justement de revaloriser le travail de la main, du bienfait contre une production de masse qui allait vers une production trop commerciale et trop industrielle. Et on est à nouveau à la lisière justement d'une nouvelle révolution industrielle. Et est-ce que le champ justement d'exploration des métiers d'art, à quel titre peut-il encore demeurer un champ d'exploration qui permette de valoriser encore des savoir-faire d'excellence? Il y a le travail de la fabrication ensuite, dans le travail de la main et l'acquis de l'expérience, l'empirisme et l'agilité qui permet de nourrir ce champ justement des compétences. Et donc je citerai effectivement le travail de collaboration avec Laurent Neuc, dont on voit ici des résultats.
Le but était de faire rencontrer nos savoir-faire, nos outils et nos matériaux de prédilection, et comment on arrivait à générer un nouveau matériau pour de nouvelles fonctionnalités. Et c'est, encore une fois, né de cette fameuse sensibilité et cette fameuse expérience qui nous rejoint dans nos métiers respectifs et qui nous rejoint ici sur un projet complètement innovant. Donc là, quelle utilisation, alors vous me posiez la question, voilà, quelle utilisation je fais de l'intelligence artificielle? Je n'ai pas encore eu l'occasion à proprement parler d'utiliser l'IA tel qu'on l'envisage aujourd'hui. Je vois les possibilités qui s'offriraient à moi pour pallier un peu la difficulté, les tâches ingrates, on va dire, de répétition numérique, notamment dans la conception graphique. Et donc, voilà, il y a 2 projets qui sont en place là avec Laurent. Il y avait un projet de réaliser une broderie d'or, une broderie très haut de gamme, et de la numériser. Et on s'est aperçu qu'il suffisait pas juste de la scanner en 3D, il y avait un gros travail d'infographie derrière, de nettoyage du scan pour réussir à générer ensuite une matrice pour le gaufrage papier. Et cela requérant beaucoup de temps, effectivement, une intelligence artificielle peut-être serait à même de permettre la génération de ce support graphique en transcription de matière. Et il y a également un autre projet autour du calage aussi, puisque Laurent travaille pour du coffret notamment, voilà, de parfumerie ou d'objets de luxe. Et comment créer une fonctionnalité à la broderie et comment caler finalement ces objets grâce au fil. Et cela encore, ça requiert effectivement des compétences pour générer des volumes en 3 dimensions, ce que dans mon atelier, moi, avec mes propres compétences, je ne suis pas en mesure de réaliser. Donc, en cela, là, effectivement, l'intelligence artificielle serait intéressante. Et par contre, vous me posiez les limites. Alors, moi, j'ai 3 limites en tant qu'artisan d'art de la main. C'est d'abord, sans fausse modestie, c'est le besoin de faire et d'inventer par moi-même. C'est ce qui fait mon ADN de créatrice. Et cette difficulté à laisser la main à une intelligence qui ne soit pas la mienne. Voilà. D'autre part, il y a la volonté de ne pas faire juste intervenir l'intelligence artificielle uniquement par souci d'économie de temps et donc d'argent, puisqu'il me semble que ce rapport, c'est essentiellement ce rapport au temps qui donc accordé à la création et à la réflexion propre au métier d'art de la main. C'est grâce à cela que s'enrichit, je parle pour moi en tout cas, de mon propre savoir-faire et de mes propres expériences. Et enfin, l'humilité. Il me semble que doit tout être humain au principe de sérendipité, c'est accepter l'erreur, accepter le hasard et l'inattendu, ce que les plus grandes créations finalement auxquelles les plus grandes créations ont eu recours finalement, c'est parfois ce jeu du hasard dont il faut savoir saisir la magie aussi et puis la pertinence. La pertinence, tout à fait. Voilà. Alors, si on peut revenir un court instant sur le travail collaboratif avec Laurent Noble, justement, qui a été rendu possible grâce au soutien de l'association Les Lauréats de l'intelligence de la main, dans le cadre du programme Labo. Ça, c'est important à noter parce que la Fondation Bettencourt-Schuller est extrêmement, comme vous le savez, impliquée dans les métiers d'art et depuis de très nombreuses années. Concrètement, comment une brodeuse, et un gaufreur travaillent-ils ensemble? Laurent, est-ce que vous voulez prendre la parole? C'est la question. C'est la question, et comment 2 univers apparemment, je dirais pas opposés, mais très loin l'un de l'autre, peuvent se rencontrer pour innover. Utile de vous dire que au départ, avec ce projet-là, hormis le fait et le bonheur de travailler avec Emmanuel, j'avais de grandes frayeurs parce que je ne voyais pas. Je ne voyais pas la matérialisation possible. Et c'est tout le bonheur aussi de notre chère association des lauréats, tout simplement parce que on se met autour d'une table, on vient avec ses outils, on vient avec ses matières, et chacun vient aussi avec ses réflexions. Et tout d'un coup, comment on se rencontre l'un l'autre, et c'est toute la magie du moment. Voilà, c'est l'instant. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait?
on va sur machine, on prend du temps et on explore. Et là, c'est là où la magie opère. Et Emmanuel, je t'en prie, donne ton approche. Oui, c'est avant tout déjà aussi une relation humaine, d'envie de travailler avec une personne et envie de travailler avec ce qu'elle sait faire, son intelligence, l'intelligence de son propre métier. C'est l'envie de travailler un matériau et des interactions avec moi, mon matériel de prédilection, donc le textile. C'est d'associer aussi des compétences, une expertise liée aux connaissances textiles et comment je pouvais peut-être les transposer dans le papier et inversement, comment Laurent, par rapport à ses compétences dans le papier, pouvait lui transposer ses compétences dans le textile. Et puis, il y a ce rapport à l'outil aussi, c'est tout d'un coup comment pousser plus loin l'outil de mon collaborateur dans ses retranchements, l'idée était de le soumettre à une nouvelle forme, à un nouveau matériau. Et puis c'est tout principe de recherche fondamentale, c'est ne pas vouloir absolument aboutir à quelque chose. C'est tout ce chemin, c'est ce cheminement, cette liberté et cette maîtrise qui s'enrichit du temps accordé justement à l'observation de cette rencontre, de cette magie. Et en tout cas, c'est en cela pour moi que le métier d'art et le savoir-faire manuel peut survivre. Voilà. Alors, juste pour donner quelques éléments tangibles de notre collaboration, c'est tout simplement trouver, on a pu déceler des qualités mécaniques de chacun des matériaux et aussi tout simplement l'association des deux matériaux, c'est-à-dire le papier et le textile, nous donne des capacités de déformation bien supérieures aux capacités du papier en lui-même. Et puis d'autres choses exceptionnelles, c'est des soies les plus légères possibles qui sont gaufrées et qui gardent le relief dans le temps. Et ça, c'est aussi assez exceptionnel, c'est parce que ça ouvre tout simplement, bien sûr, les horizons d'utilisation à la fois des techniques, mais aussi des matières. Bien sûr. Alors, Laurent Nogue, justement, depuis plusieurs années, vos réalisations et collaborations avec des graveurs démontrent véritablement votre quête d'innovation pour votre propre recherche, mais aussi pour répondre aux demandes de vos clients. Et lors de la préparation de cette table ronde, vous m'avez indiqué que l'un des écueils auxquels conduit l'intelligence artificielle, c'est précisément une possible, et ce qui est assez étonnant, baisse du niveau d'exigence et de qualité par le donneur d'ordre. Bon, donc vous allez nous parler. Alors, comment au sein de votre entreprise qui compte 21 salariés, donc entre effectivement Emmanuel Dupont et vous, il y a toute une approche très différente de l'intelligence artificielle. Comment donc utilisez-vous cette intelligence artificielle et quelles évolutions avez-vous observées dans votre secteur ? Vous m'indiquiez notamment que vous aviez fait le choix d'intégrer un nouveau métier, celui de graveur, qui n'est absolument pas votre métier d'origine, puisque vous êtes gaufreur. Et vous allez nous définir cette fonction, ce métier. Oui, alors ce qui est assez simple, c'est la nécessité faisant loi. Nous étions en fait dans une impasse, c'est-à-dire que on a réussi, et j'en suis très heureux, d'avoir ressuscité l'intérêt de nos techniques par rapport à un certain nombre de nos clients. Et en fait, ils nous l'ont bien rendu puisqu'ils nous ont poussés dans nos retranchements et allant sur des matérialisations de plus en plus difficiles. Pardon de vous interrompre, je parle de gaufreur papier, bien évidemment. Oui. Donc c'est là le travail sur le papier, pour le préciser. Oui, absolument. On est sur le travail à la fois de gaufrage et de marquage à chaud. Le marquage à chaud étant les techniques qui permettent de retranscrire tous les effets métalliques. En fait, tout simplement, on ne nous suivait pas dans la complexité. Nous sommes effectivement soumis à des temps de réalisation extrêmement courts et on est soumis à une efficacité obligatoire. De ce fait, on a été obligé effectivement de rentrer dans cette aventure
Et cette aventure de graveur aussi par les nouvelles technologies du numérique. Donc on a intégré à la fois la programmation 3D et une commande numérique, tout en conservant et en ayant aussi la gravure main. Alors j'insiste lourdement là-dessus parce que ce sont les prémices peut-être quelque part de l'intelligence artificielle dans notre univers. C'est-à-dire le numérique nous a permis des écritures considérablement plus importantes dans notre univers et particulièrement dans la matérialisation en relief, comme dans la matérialisation métallique. Cette nécessité, si vous voulez, d'aller toujours de l'avant, d'avoir des écritures de plus en plus contemporaines, c'était aussi pour moi une volonté et une démarche personnelle, c'est de faire comprendre que ces techniques, ce sont des techniques comme les autres, elles sont au service de l'idée, et particulièrement de l'idée contemporaine. Et pour que ce chemin se fasse, il faut pouvoir effectivement répondre à cette demande de complexité, mais aussi d'intégrer les outils qui nous permettent effectivement d'y répondre. Donc on a commencé effectivement par l'intégration du numérique, et je dois dire que ça a été une véritable révolution à tout point de vue, parce que au-delà du champ d'écriture qu'on a effectivement pu ouvrir de façon considérable, en fait, c'est toute une amélioration globale de la technique que l'on a réussi à avoir. C'est-à-dire qu'on a expérimenté, on est allé de l'avant, et on s'est rendu compte qu'on avait des moyens d'améliorer ce que l'on avait au quotidien, donc d'avoir des gravures qui permettaient une meilleure déformation, donc une efficacité dans la déformation du papier, donc un temps de calage aussi plus réduit, et donc tout simplement une efficacité plus importante aussi dans la réalisation du travail. Et un gain de productivité. Et un gain de productivité non négligeable. C'est très étonnant, mais c'est le cercle très vertueux auquel je ne m'attendais pas et qu'il est aussi heureux de rencontrer. Après, le champ d'expérimentation, il va plus loin et on a été soumis aussi... Alors je fais ce petit clin d'œil, mais à l'avènement du digital, on a eu un vrai souci. Parce que mon cœur de métier à l'époque, c'était vraiment le dossier de presse et toute l'édition, tout l'univers de l'édition qui a basculé du jour au lendemain dans l'univers digital et du numérique. Et je peux vous assurer que ça a fait froid dans le dos. Et on pourra en revenir sur effectivement ce que risque de provoquer l'intelligence artificielle à nouveau dans notre univers. Et du coup, il a fallu avoir cette capacité de se dire, mais j'ai un métier, j'ai un univers, j'ai un savoir-faire. Aujourd'hui, le cœur de mon métier, on n'en veut plus. Et donc, comment je vais pouvoir adapter mes techniques, mes process, mes écritures dans d'autres univers? On l'a fait dans l'univers du packaging, on l'a fait particulièrement dans l'univers de la PLV, avec en plus ce gain non négligeable avec cet avènement de l'éco-responsabilité et d'utiliser beaucoup moins de plastique et que le papier vient remplacer. Et puis on a un autre élément qui devient aujourd'hui non négligeable, c'est l'utilisation de la technique pour la lecture tactile pour les personnes aveugles. Absolument. Et là on voit d'ailleurs une gravure d'une réalisation par l'intelligence artificielle. Oui, alors ça c'est un petit exercice qu'on s'est permis de faire parce que l'intelligence artificielle, on l'utilise plus aujourd'hui plutôt dans une recherche iconographique que dans le quotidien de notre univers. Et puis on s'est pris un petit peu au jeu de cette interpellation sur l'intelligence artificielle et le risque induit dans les métiers de la création et de l'artisanat. Et donc, on a été chercher, effectivement, tout le process en intelligence artificielle pour savoir ce qu'on arrivait à faire. Et donc, voilà, vous avez l'objet de la matérialisation, ici. Et là, on a matérialisé en à peu près 1 journée et demie cette petite grenouille. Alors, le délai est une vraie performance. La matérialisation, absolument pas. Il y a plein de défauts, plein de choses, même si on en a rectifié un certain nombre. Vous voyez qu'on a un rendu qui est extrêmement mou. On sent bien qu'il y a une incapacité à projeter les reliefs.
avec efficacité, avec connaissance, mais c'est au jour d'aujourd'hui et en l'état de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors c'est à la fois quelque chose qui est passionnant et quelque chose qui est effrayant. Pourquoi ? Parce que c'est passionnant, parce qu'effectivement, on ouvre encore une fois un champ des moyens, des possibilités. Et d'un autre côté, en fait, l'équipe était très désarçonnée d'avoir réussi, d'abord en si peu de temps, mais le vide le plus conséquent, c'était le vide créatif. C'est-à-dire que, mais en fait, on n'est plus à la maîtrise de la création et du développement, et que finalement, fondamentalement, je pense que l'humain, son objectif, ou sa quête, c'est la création. Si on lui retire cette capacité-là, eh bien, ça devient à la fois désolant, effrayant et surtout dangereux humainement parlant, je crois, parce que l'espoir, c'est la créativité, c'est se projeter dans une matérialisation. Et si on nous retire ça, je pense qu'on sera très malheureux. Oui. Alors, merci Laurent. Marc Aurèle, donc ne pas diaboliser, rejeter l'intelligence artificielle, c'est donc se permettre, comme vient de l'indiquer Laurent Nog, avec certaines réserves évidemment, l'accès à de nouveaux outils sur lesquels l'artisan, le designer, garde le contrôle. Pour cela, il faut être parfaitement formé, bien évidemment. Donc, dans votre cas, et en tant que designer, vous dessinez des objets dont vous confiez la réalisation à des artisans. Donc, quel usage faites-vous de l'intelligence artificielle ? Comment s'orchestre-t-elle au sein de vos équipes qui sont assez nombreuses, me semble-t-il, et des différents métiers dont elle est composée ? Donc, concernant l'intelligence artificielle, effectivement, depuis 2 ans, nous l'avons intégrée comme un outil supplémentaire dans notre méthodologie d'approche de la création, mais ce n'est qu'un outil aujourd'hui qui nous permet d'aller plus vite et comme je dirais par exemple Pinterest, quand il est arrivé sur les réseaux, très vite, beaucoup de créatifs se sont emparés de ce support pour rechercher des références. Et aujourd'hui, beaucoup d'architectes, les designers, etc., dès qu'ils ont un projet, travaillent à partir de Pinterest. Donc nous, on l'a intégré comme étant un outil ajouté à notre réflexion. Mais si vous permettez, je dirais surtout que, pour moi, il ne faut pas s'inquiéter de l'intelligence artificielle, bien au contraire. Et si je fais le parallèle, par exemple, avec le développement de logiciels, le développement de l'informatique, aujourd'hui, on fête les 40 ans d'Apple, les 40 ans du Macintosh. Cet ordinateur a complètement bouleversé, l'ordinateur a complètement bouleversé notre manière de travailler. Aujourd'hui, nous sommes 6 personnes au bureau. Il y a 20 ans ou 30 ans, on aurait dû être 30 ou 20. Donc ça a réduit considérablement. Ça nous a donné une énorme autonomie. Et les outils qui ont été développés par la suite nous ont permis de réfléchir différemment à notre métier. Par exemple, les images que vous voyez à l'écran, ce sont des projets qu'on réalise au quotidien, comme les abribus pour la ville de Paris, les entrées de métro, les nouvelles entrées de métro pour la ville de Paris. Oui, parce qu'il faut préciser, Marc Aurèle, que vous êtes l'auteur de ces nouveaux abribus qu'on voit à Paris depuis quelques années maintenant. Oui. Et tout ce qui est l'écosystème autour du métro parisien. Oui. Mais avant d'arriver à ça, on a utilisé l'impression 3D. L'impression 3D pour valider, pour aller plus loin dans notre dessin et pour pouvoir valider en 2D et en 3D, pour pouvoir valider dans l'espace et en déplacement, et même dans un contexte urbain, l'impact de la forme qu'on imaginait. Et ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans le dessin des objets, dans le dessin de la forme. Je ne sais pas si l'image sera présente, mais je fais référence, on parlait tout à l'heure des lauréats pour l'intelligence de la main. Nathanaël Lebert, qui est dinandier, a eu le prix de l'intelligence de la main la même année que moi, en 2014. Dinandier
Donc c'est un métier qui existe depuis le XIVe siècle. Et il a eu le prix sur une pièce réalisée à partir, en termes de forme, à partir du logiciel SolidWorks. SolidWorks est un logiciel qui a été développé par Dassault Systèmes pour l'aviation. Voilà, c'est la pièce en question. On voit la pièce. Et ça lui a permis l'utilisation de ce logiciel de transcender sa réflexion habituelle, parce que avec la main, lui, il travaille avec ses outils les mêmes qu'au XIVe siècle. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il a su tirer le fil de l'histoire entre sa pratique issue, encore une fois, du XIVe siècle et cet outil, le SolidWorks, qui est issu de la fin du XXe, début du XXIe siècle. Donc c'est une illustration extrêmement intéressante, je trouve, de voir comment la technologie, bien sûr, transforme notre manière de travailler, mais peut aussi la transcender si on n'en a pas peur. Et je pense que c'est un réel enjeu, quoi. Très bien. Alors Patricia Racine, votre point de vue est particulièrement intéressant ici, car vous n'êtes ni artisane ni artiste plasticien, mais vous êtes une observatrice très affûtée de l'évolution des techniques dans un secteur très attaché à la tradition et parfois plutôt conservateur, qui est celui de la tapisserie. Alors, en l'occurrence à Aubusson, au sein de la maison Robert Four, qui a fait l'acquisition il y a quelque temps de Néolis, une société qui, en adhérant au numérique, mais sous une forme particulière, parce que c'est vraiment le travail sur mesure et à la commande, révolutionne le secteur, tant dans le traitement de l'image que dans la réalisation du tissage. Alors, comment s'appréhende le dessin, le tissage chez Néolis, et quels nouveaux champs créatifs l'intelligence artificielle permet-elle d'ouvrir? Alors, je crois que la première chose, c'est peut-être de présenter le métier. En effet, bon, je ne suis ni artiste plasticienne, ni artisane, mais je me définis comme un passeur entre le client final, l'artiste, l'artisan, pour transformer et peut-être ouvrir d'autres champs possibles, s'interroger. Et mon enjeu est double. Enfin, mon enjeu est double. J'essaie de représenter l'intérêt du propriétaire de la manufacture ou de l'artisan ou de l'artiste que j'accompagne, et de lui faire relever les défis. Alors, en effet, j'accompagne depuis 10 ans la manufacture Robert Four, qui est basée à Aubusson et qui défend, préserve. C'est une manufacture familiale. Donc, elle s'est donnée pour engagement de préserver les métiers d'Aubusson en parallèle des Gobelins, qui est manufacture d'État. Et nous sommes au service des commandes du grand public et à l'international également, puisque nous travaillons quelquefois avec des États, des gouvernements qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas commander aux Gobelins qui est réservé à l'État français. Donc nous avons vraiment ce devoir de préserver, mais aussi de renouveler, que cette manufacture soit vue comme une production de notre temps, qu'elle soit la gardienne du temple, qu'elle continue de maintenir des emplois, qu'elle se renouvelle, qu'elle innove et qu'elle soit rentable. Et c'est un point important, car tout artisan, qu'il soit en unipersonnel ou qu'il érige son entreprise à une PME, a cette obligation de rentabilité. Et nous sommes aujourd'hui, dans nos métiers d'excellence, face à cet enjeu qui n'est pas des moindres. Alors, effectivement, comme tout est fait à la main, la teinture, nous sommes la seule manufacture à intégrer notre teinturerie, à avoir un studio de création, mais aussi de développement du dessin technique pour permettre cette production. Et en termes de production, nous faisons des tapis, des tapisseries,
tout est tissé main, ce qui implique, comme vous avez, les 3 artisans l'ont si bien évoqué, la question du temps, du coût, de la passion sont indétrônables dans nos métiers de la main. Ma mission était évidemment, il y a de moins en moins de commandes, en tout cas, ce sont des métiers rares, et où les commandes sont rares aussi, et nous nous interrogeons toujours sur cette idée de maintenir les métiers, mais d'offrir aussi une certaine polyvalence pour maintenir le métier, mais maintenir l'emploi. Et augmenter, en tout cas trouver d'autres axes. Et trouver d'autres axes, c'est trouver d'autres axes de rentabilité, mais aussi être à l'écoute de l'évolution de nos clients et du marché. Et nos métiers si rares, produits en France, génèrent des coûts de production importants. Donc nous savons combien l'international est important pour nous pour générer du chiffre d'affaires, pour maintenir ces métiers en vie. Donc, il y avait un atelier qui existait sur le territoire d'Aubusson, qui a été le fruit d'une invention d'une personne passionnée et qui a mis au point un métier jacquard, puisque la tapisserie d'Aubusson, nous disons d'Aubusson, mais la tapisserie est née dans les Flandres, en Belgique, et depuis la révolution industrielle, la tapisserie a aussi été tissée en jacquard. Et je trouvais très intéressant d'explorer ce genre-là, d'abord d'offrir cette transversalité du métier de la tapisserie à cette manufacture et de diversifier pour ouvrir un nouveau business. Alors vous avez devant, dans ce slide, dans cette diapo, vous avez une tapisserie qui a été créée par l'artiste Victor Cadenne, qui est exposée actuellement Galerie Chenel, quai Voltaire à Paris, et qui a été réalisée sur ce métier dont la photo est à côté, donc totalement numérique, et nous appelons ça de la tapisserie digitale. Son intérêt, c'est qu'elle reproduit la surface, en tout cas l'aspect d'une tapisserie d'Aubusson, sauf qu'elle est créée sur d'autres bases, parce que les enjeux de création du dessin sont totalement différents et permettent des réalisations autres en un temps record. Alors, le temps de production reste important, et là, je vous rejoins, la création reste là, l'implication de chacun est toujours la même. Simplement, on réfléchit différemment, on réfléchit au service d'un outil, et ça nous amène sur des champs créatifs très différents. J'avais donné à Victor Cadenne le brief de réinventer la verdure. La verdure, c'est cette époque des tapisseries qui étaient créées à Aubusson et qui reproduisaient des scènes. Et en fait, cet artiste est passionné. Des scènes de végétation principalement. Pardon. Des verdures, la végétation, des scènes, des tableaux avec un brin d'architecture et un peu de vie, soit une scène romantique, soit de guerre aussi, en fonction des époques. Et en fait, il a retranscrit une nouvelle verdure. Et ça, c'est très intéressant parce que quand nous l'avons présentée la semaine dernière, en fait, tous les gens étaient surpris et enchantés et ne la regardent plus comme une tapisserie d'Aubusson, mais la regardent comme une autre tapisserie. Et c'est ça que génère l'intelligence artificielle, c'est finalement trouver d'autres territoires, aller chercher d'autres sensibilités et ne pas concurrencer ce qui existe, ce qui a toujours existé, mais lui permet aussi de continuer à exister. Je fais référence à la mode, où ils ont besoin de garder cette inspiration des métiers d'art à l'extrême et en même temps de les confronter à des jeunes, à une nouvelle génération qui pense autrement, qui a d'autres références culturelles et qui voit ce qu'on leur montre
pas du tout comme on le leur montre, mais selon leur imaginaire. Et je crois que ça nous amène là. On est en train, dans cette époque-là, d'aller sur d'autres champs créatifs, de susciter d'autres émotions. Et quand quand l'artisan travaille avec passion, parce que ceux qui travaillent l'intelligence artificielle, qui nous aident à créer des outils, sont aussi des créateurs, des créatifs. Et eux ne répondent pas à la passion sur le même mode que l'artisan va faire, mais répondent à des notions aussi de performance. Leur passion, c'est la performance, c'est trouver autre chose. Et donc, je crois qu'il faut être à l'écoute de ce temps qui s'offre à nous, qui s'annonce. Alors, je n'aurais pas tout dit, j'essaie de respecter le temps. Juste un petit mot avant peut-être de conclure. Dans nos métiers qui se vendent très cher, qui font appel au temps, nous travaillons beaucoup le sur-mesure, la pièce unique. Et je crois que à chaque entreprise, il ne faut jamais perdre de vue l'idée de la segmentation, de la diversification, pour continuer d'exister, pour affronter l'évolution des époques économiques. Et l'artisanat existe depuis toujours, la commande spéciale et l'ADN, et surtout de la France. Je pense que je crois que s'il y a un pays au monde qui incarne les savoir-faire rares, c'est la France, parce que nous avons su les conserver. C'est un cas unique. Hein, il faut exactement. Tous les pays nous envient, essaient de raviver. Et donc, ces pièces uniques, elles ont un rôle, c'est de servir encore la passion, en tout cas ce que j'appelle les connoisseurs dans le monde, les connaisseurs. J'aime bien ce mot parce que au-delà de collectionneurs ou de gens qui ont les moyens, il y a des gens qui répondent à des passions et à une certaine connaissance aussi. Mais ils servent aussi à inspirer de la grande série, de la petite série, de l'industrie. C'est autre chose. L'intelligence artificielle va permettre de décliner et de ne pas copier. Et ça, c'est la différence, je trouve, de décliner. Après, à chacun de savoir, j'ai envie de dire, monnayer, vendre son inspiration, sa création unique, pour peut-être en faire un modèle pour la déclinaison sur d'autres territoires. Alors, Patricia, justement... Pardon, je vous ai interrompu, mais vous vouliez finir sur une phrase peut-être ? Sur une notion. La précédente ministre de la Culture avait initié un projet. Elle était très attachée à l'idée de numériser le geste. Et je voudrais terminer là-dessus, puisqu'il y a... la ministre Rima Abdul-Malak, qui a été remplacée il y a quelques jours par la ministre Rachida Dati. Absolument. Et alors, quand j'ai appris ça, je me suis interrogée, j'étais même choquée, mais en y réfléchissant, je me dis que le devoir, finalement, il y a une manufacture d'État qui est là, qui est la manufacture des Gobelins, et qui a un devoir de préservation. Et quand on n'a pas assez de commandes pour entretenir le geste, il est important de le numériser au niveau de l'État, parce que c'est notre patrimoine. Parce que précisément, c'est une manière d'archiver le geste, Absolument. Tout comme les archives nationales archivent les documents. C'est une manière de conserver le geste pour éviter que certains métiers devenus rares et qui finalement disparaissent, ne disparaissent complètement. Et qu'on puisse continuer. Et chaque année, il y a des métiers qui disparaissent, voilà. Effectivement. Et pouvoir continuer de le montrer par la numérisation et continuer d'en parler, c'est nourrir aussi toutes les têtes qui ont besoin de s'inspirer, de se documenter. Et je terminerai sur ce mot, et on sait combien la culture évolue et disparaît un petit peu.
Très bien. Merci à tous les quatre. Y a-t-il des questions dans la salle? Rapidement, Oui. juste préciser une petite chose. J'ai la chance et le privilège de présider l'association des lauréats, l'association qui a été évoquée tout à l'heure, les lauréats de la Fondation Bettencourt pour l'intelligence de la main. Et je suis quotidiennement en échange avec la plupart des lauréats. Et ce que je peux dire, c'est que leur pratique, la pratique des savoir-faire, n'est certainement pas considérée comme une langue morte. La plupart des lauréats considèrent leur savoir-faire en perpétuelle évolution. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, d'où l'intelligence artificielle, pour eux, n'est pas une contrainte. Ils apprennent ou ils ne prennent pas cet outil. C'est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle voilà, opportunité. Tout à fait. Parfait. Y a-t-il des questions dans la salle? Non, visiblement pas. Eh bien, on est parfaitement dans les clous en termes de temps. Merci à vous quatre et merci à vous pour votre présence. Merci. Merci. Merci aussi.